Alors donc, d'abord poser un peu le cadre, un préambule, pour vous dire que la formation fait partie de l'ADN de la prévention, qu'elle soit portée par l'INRS ou par les caisses régionales, CARSAT, CRAMIF, CGSS. La prévention, c'est pas inné, cela s'apprend, donc il faut se former, il faut former l'entreprise. Et donc par conséquent, la formation est en quelque sorte au programme de toutes les actions de prévention. Alors plus précisément, deux filières, la formation initiale et la formation continue, pour se former tout au long de la vie, et puis 3 types de formations. Les formations couvertes par des dispositions légales ou réglementaires, les formations recommandées et les formations de développement des compétences. Mais je laisse Gérard qui va préciser tout cela. Merci Julie. Je précise tout d'abord que le classement des formations selon les 3 catégories sont annoncées, ne sont données qu'à titre indicatif. Il existe des formations qu'on peut tout d'abord appeler réglementaires, car elles conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction au regard de dispositions légales ou réglementaires. Ces formations doivent être inscrites au plan de développement de compétences de l'entreprise, c'est-à-dire la nouvelle appellation du plan de formation. Et celles qui ne répondent pas à ce principe sont dites non obligatoires, mais elles peuvent cependant être fortement recommandées. Voici quelques exemples qu'on ne pourra pas examiner en détail, car il y a trop à dire pour chacun des dispositifs. La FIMO, la FCO, ainsi que les passerelles voyageurs ou marchandises, qui sont en lien avec la qualification de métier de conducteur routier. L'habilitation électrique, la capacité d'une personne à effectuer en sécurité une tâche d'ordre électrique ou non électrique sur une installation électrique ou à son voisinage. Elle ne peut être délivrée qu'à des personnes qui ont d'abord été formées au risque électrique. Citons aussi des formations pour le travail en hauteur, les travaux sur corde, avec le risque évidemment de chute. La formation de travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, selon les articles du Code du travail et un arrêté de février 2012. Il existe aussi des formations spécifiques qu'on peut appeler recommandées. Le réseau assurance maladie risque professionnel et l'INRS recommande de former des salariés pour effectuer certaines activités professionnelles spécifiques. Et le réseau crée régulièrement des référentiels pour encadrer ces formations. Elles peuvent être liées à des recommandations adoptées par les CTN, les comités techniques nationaux paritaires. Une précision importante, leur non-respect peut parfois entraîner des conséquences juridiques. Je pense à la qualification de faute inexcusable de l'employeur. Quelques exemples, les différents CACES, chariot, engin, port roulant, PEMP, etc. Le dispositif CATEC, certificat d'aptitude à travailler en espace confiné dans le domaine de l'eau. C'est un secteur où un accident peut avoir des conséquences dramatiques. Des formations qui répondent aux recommandations R408, R457 sur les échafaudages de pied et échafaudages roulants, donc liés aux chutes de hauteur. Je voudrais parler aussi du certificat SST, le sauveteur secouriste du travail, qui mériterait un développement à part car il comporte une double compétence, le secourisme contextualisé à l'entreprise et la prévention. Il est intégré dans certains diplômes, dans des qualifications de métiers du secteur de la sécurité, et il répond à un article du Code du travail sur les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux. Et aujourd'hui, plus d'1 million de certificats sont délivrés par an, parce que les entreprises veulent disposer de secouristes qui ont des bonnes notions en prévention. Il devient donc incontournable. Et enfin, le certificat PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique, qui est recommandé plutôt que les gestes et postures, car on passe de la dimension individuelle à une réflexion sur la prévention dans l'organisation du travail et l'intégration dans la démarche de prévention de l'entreprise. C'est lié à l'approche par les principes généraux de prévention et la démarche collective que nous préconisons. C'est l'idée à retenir. Et enfin, des formations de développement des compétences qui visent à diffuser une culture de prévention dans le monde de l'entreprise et vers les salariés et à développer les compétences notamment des préventeurs. On peut citer des formations de base à la prévention des risques professionnels, avec notamment une auto-formation qui est disponible sur le portail de formation à distance de l'INRS, et puis des formations qui sont destinées à développer des compétences comme l'évaluation des risques professionnels,
mettre en place une démarche de prévention, animer la sécurité, etc., etc. Bien. Je vous propose qu'on revienne un petit peu sur la notion de filière maintenant et la formation initiale, hein, où l'action de la branche est multiple. Alors, il y a d'abord une action de long terme, hein, menée par la branche et tout particulièrement par l'INRS avec l'éducation nationale, ce qui nous permet d'arriver à la situation dans laquelle on a la plupart des filières professionnelles, du CAP au bac professionnel, qui intègrent dans leur référentiel de formation des notions de santé et sécurité au travail. 600 diplômes, hein, dans l'enseignement professionnel. Et dans certaines filières, la santé et sécurité fait partie de la notation des examens. Et pour d'autres filières, Gérard en a parlé, hein, des formations réglementaires ou recommandées sont intégrées dans les référentiels des diplômes avec une forte perspective d'employabilité. Donc ça, c'est pour, c'est pour parler de l'enjeu, hein, d'intégrer des compétences dans les référentiels des diplômes et des titres professionnels. Il y a aussi des actions portées par les régions, par les caisses régionales. Les travaux menés avec les rectorats, dans le cadre d'une convention, convention nationale, hein, qui porte soit sur le fait de monter des projets en région ou de porter des formations auprès des rectorats. Et puis, il y a les travaux menés avec les écoles d'enseignement supérieur. Alors historiquement, évidemment, les écoles d'ingénieurs, mais depuis quelques années, des partenariats noués avec des écoles de management. Et puis, si la formation initiale concerne particulièrement les jeunes, les étudiants, les apprentis, la formation continue, elle, suit le travailleur tout au long de sa vie professionnelle et de fait est un véritable support, hein, à nos programmes d'intervention en entreprise. Et là encore, la branche intervient massivement via le processus d'habilitation, mais je crois que cela fait partie du programme que nous verrons un peu plus tard dans la matinée. Merci à vous deux.